Qu'est-ce que c'est? Ce sont des conférences ouvertes au grand public où des personnalités du monde de la politique, de la santé ou des sciences humaines viennent échanger et débattre sur des thématiques d'actualité liées à la santé et l'éthique. Leur production et la diffusion vidéo sont assurées depuis 2016 par le groupe LEH, les études hospitalières, que je co-dirige, qui est spécialisé en information et expertise en droit, gestion, management et stratégie de la santé, organisé autour de 4 activités: l'édition, la formation, le conseil et l'événement. Le thème de la rencontre de ce soir est en lien avec une publication, l'ouvrage Livre blanc sur l'indemnisation du dommage corporel, autre regard que celui de l'assureur, qui est disponible sur le lien en version papier leh.fr. Cet ouvrage est gratuit. Vous n'aurez que les frais de port à payer pour l'ouvrage papier. Et vous l'avez également en version numérique via le lien bnds.fr, où ce dernier est gratuit via ce site. L'ouvrage est disponible depuis le mois de janvier. Ces rencontres sont possibles et elles sont co-organisées avec la faculté de médecine, faculté de droit de l'Université de Bordeaux et le conseil départemental de l'Ordre des médecins de la Gironde, grâce, je dirais, au numérique aujourd'hui et à la visioconférence. Cela nous permet d'avoir un public beaucoup plus large au niveau du géographique, puisque nous avons des gens un peu de partout de la France. Et je les remercie. Ces rencontres sont possibles parce qu'elles sont soutenues par l'espace régional d'éthique de Nouvelle-Aquitaine et également notre partenaire, le groupe Pasteur Mutualité, qui est un groupe mutualiste d'assurance et de services destinés aux professionnels de santé, et en particulier également sa mutuelle locale de Gironde, Dordogne, et de son président, le docteur Xavier Leduc, et également un autre partenaire, la Fondation Anthony Minguenet, qui est une fondation qui se consacre à la promotion des prises de conscience éthiques. Les prochaines rencontres se tiendront le 1er avril et seront sur la thématique des nouveaux enjeux du consentement des personnes vulnérables à l'acte de soin entre crise sanitaire et réforme. La rencontre de ce soir a pour thème l'indemnisation du dommage corporel en question. Je remercie vivement nos conférenciers. Je suis heureux de partager ce moment avec eux. Parce que pour un éditeur, c'est important aussi de pouvoir débattre des idées. Et là, je dirais que c'est un moment privilégié de le faire avec vous pour pouvoir échanger. Cette rencontre sera modérée par le professeur Bloch, professeur de droit privé, Collège Santé, qui est co-directeur du Master de droit de la santé. Je lui donne d'ores et déjà immédiatement la parole pour qu'il présente les intervenants et la rencontre de ce soir. Merci. Merci Sébastien pour cette présentation. Donc ce soir, on a choisi à l'occasion de la sortie de cet ouvrage donc de revenir sur la problématique de la réparation du dommage corporel, qui fait beaucoup parler, beaucoup écrire. Nous avons donc des intervenants qui ont travaillé sur cet ouvrage. Et puis, nous avons également un grand témoin. Alors, du côté de ceux qui ont contribué à l'ouvrage, tout d'abord, nous entendrons le docteur Philippe Dounou, qui est vice-président de l'ANAMEVA, qui viendra dans un premier temps nous expliquer la philosophie de cet ouvrage avec une présentation globale. Ensuite, nous passerons la parole à monsieur Yann Ferguson, qui est docteur en sociologie, qui est enseignant à l'ICAM, qui est une école d'ingénieurs dans la région lui, il est dans la région de Toulouse, qui nous parlera de l'intelligence artificielle, de cette problématique de l'intelligence artificielle lorsqu'elle est utilisée dans l'évaluation du dommage corporel, avec les dérives éventuelles ou les risques, une forme de barémisation. Et puis également, pour terminer, nous aurons le docteur Péan, qui est secrétaire général de l'ANAMEVA, médecin conseil de victimes, tout comme d'ailleurs le docteur Philippe Dounou. Et puis, à chaque fois que l'un de nos intervenants aura pris la parole, je passerai la parole à Anne Guégan, que je remercie également
de sa présence, donc, qui est maître de conférence à Paris 1, spécialisé en réparation du dommage corporel et qui a bien voulu ce soir nous donner son opinion, son éclairage sur ces questions. Alors, vous voyez, la balance penche quand même d'un côté, hein, très clairement. Là, on est côté victime, mais je dirais, voilà, ça fait partie aussi des points de vue, évidemment, qu'il est important d'avoir. On aurait aimé peut-être avoir le point de vue également des assureurs, mais je crois que le docteur Dounou reviendra sur cette question. Ça n'a pas été forcément toujours possible. Alors, sans plus tarder, afin que chacun puisse s'exprimer et puis que nous puissions échanger, je vais donner la parole au docteur Dounou qui va revenir sur, je dirais, la naissance de ce projet, de cet ouvrage. Bonjour. Merci beaucoup, Monsieur Bloch. Est-ce que vous me partagez l'écran? On ne voit pas votre partage d'écran, mais Ben, ça y est, il va partir. ça y est, voilà, impeccable. Voilà. Alors, c'est pourquoi il y a marqué lancer la réunion. Je trouve... Non, c'est parce que là, vous êtes, c'est pas le bon écran, c'est pas le bon document que vous partagez. Hop. Oh là 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 là. Attendez, tiens, les gars. Là, vous êtes sur votre navigateur et je pense il fallait choisir dans la fenêtre quand vous avez partagé, il fallait cliquer sur un autre Attendez, je écran. retourne dessus. Ah, je suis Voilà. désolé. Partager l'écran. Ah, je vais le prendre. Hein. Attendez. Alors, j'espère qu'il n'y a rien de compromettant dans votre ordinateur. Non, 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 il n'y a rien de compromettant. Bon, ça va alors. Attendez, je me prends un coup de stress là, ce n'était pas prévu au programme. Laurent, je projette sinon son PowerPoint. Non, 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 attendez, Oui, mais après, ce qui est attendez. compliqué, On c'est va y pour faire arriver, on va y défiler les arriver. slides. Attendez, j'y arrive. Hop, raccourci, congrès du 15 mars, PowerPoint. Voilà. OK, c'est bon? Impeccable. Impeccable. Merci à Technique. Donc, bonjour à tous. Merci aux organisateurs, Monsieur Sébastien Clément qui produit le livre gratuitement dans sa société d'édition et Monsieur Laurent Bloch, professeur de droit en Aquitaine. Madame Anne Guégan, bien sûr, professeure de droit à la Sorbonne, modératrice. Et vous avez tous les trois très bien compris l'importance, je dirais, sociétale de la vulgarisation nécessaire de cet ouvrage. Alors, Montaigne disait que les hommes accordent plus de foi à ce qu'ils ne comprennent pas, l'esprit humain étant porté à croire plus volontiers les choses obscures. En fait, c'est un peu l'esprit de cet ouvrage que je vous présente, à savoir qu'une réflexion anticipatrice peut améliorer la qualité de notre action. Alors, tout d'abord, pourquoi ce livre? Je pense qu'on pourrait presque le résumer avec une phrase de Stéphanie Porchis-Simon, qui est professeure de droit à Lyon 1, qui considère que dans l'ensemble, la victime est désarmée humainement et juridiquement face à l'assureur tenu de lui faire l'offre. Ces deux problématiques juridiques forment le substrat de cet ouvrage. Plusieurs contributeurs sont associés à l'édification de l'ouvrage. Bon, tous les auditeurs connaissent l'ANA Davi, l'ANA Doc et l'ANA Neva. J'en profite pour remercier leurs différents présidents, hein, Frédéric Dibal, Claudine Berfend, Laurence Barlier, Pierre Cormand et bien sûr Michel Nodacher de l'ANA Neva. J'insiste particulièrement sur l'ICAM de Toulouse, qui est quand même assez exceptionnel puisque les ingénieurs de demain qui sont formés à l'ICAM et dans d'autres sociétés d'ingénieurs seront bien sûr les concepteurs des logiciels de demain. Et donc, au fil de ces discussions, l'enjeu sociétal des technosciences est devenu une véritable évidence, les fondements éthiques et déontologiques ayant alimenté la réflexion de cet ouvrage. Trois clés sont nécessaires pour bien ouvrir le livre. Alors, il y a d'abord une clé éthique. Il y a, comme vous le savez, plusieurs types d'éthique. Spécifiquement,
une éthique permettant d'assurer l'altérité de la victime, une éthique de l'opportunité aussi, qui est définie par l'équilibre contradictoire des échanges et l'ensemble permettant de tenir et d'aboutir à une éthique de l'impartialité. La clé juridique est fondamentale, avec deux éléments qui sont bien sûr la barémisation, c'est-à-dire un système data juste, mais aussi des sociétés privées comme la société Predictis, mais aussi l'interprétation de la nomenclature d'ANTIAC qui est proposée par la REDOC, on peut dire que c'est une monochromie, et celle de l'ANADOC qui est de création plutôt récente. La troisième clé est une clé scientifique. Dr Ferguson est là ce soir pour nous l'expliquer, avec les définitions essentielles de l'outil informatique et d'une déontologie nécessaire à l'utilisation de cet outil. Cet ouvrage est unique et il se construit avec l'apport de différents spécialistes. C'est un ouvrage éclectique et ces spécialistes sont particulièrement engagés dans leurs écritures qui sont de type juridique, médical, scientifique, professoral. Et je vous propose de suivre le fil chronologique de l'ouvrage. Donc, la présentation de l'ouvrage est celle de Madame Porchy-Simon, que je vous ai présentée, de Lyon 1, et cette ouverture juridique rédigée par une universitaire reconnue et par définition indépendante de toute structure était pour moi un principe absolu. Vous avez compris en effet que la problématique est à la fois humaine et juridique telle qu'elle le dit. Son article est extrêmement construit et développe trois problématiques de fond. D'une part, le positionnement de la REDOC, qui est considéré comme une soft law, qui ne peut pas être considéré autrement, et de l'ANADOC, qui compte désormais comme un outil nécessaire à la réflexion, tant aux magistrats qu'aux universitaires. Ensuite, la question souveraine du modèle DataJust, qu'elle considère comme une procédure contre la singularité de la victime, car elle est, dit-elle, utopique, inexacte et dangereuse. Concernant les médecins experts de compagnie, son analyse lui permet de dire que certains médecins experts de compagnie ne saisissent pas forcément la portée juridique de leurs conclusions, mais aussi de leurs omissions parfois volontaires, ce qui pose la question de leur formation par des structures non universitaires. Je rajouterai dans l'entrée juridique, je vous prie de m'excuser, le conseiller Benoît Mornay, que tout le monde connaît par son référentiel, et je le remercie précisément parce qu'il a permis par sa réputation d'agréger les différents auteurs dans l'ouvrage. Monsieur Benoît Mornay développe la question de l'impartialité. Son texte extrêmement fourni soulève deux constats. Les constats très importants, d'une part que le médecin expert d'assurance ne bénéficie pas de l'apparence d'impartialité, ce qui est pourtant revendiqué par le médecin expert de compagnie qui se dit totalement indépendant de la structure. Or, en procédure judiciaire, dit-il, l'assurance et ses conseils sont bien des parties. La deuxième problématique, c'est que l'avocat de compagnie apprécie plus l'objectivité de l'expert que son impartialité, et il insiste dans son texte sur les différences conceptuelles entre l'objectivité, l'impartialité et la neutralité. Dans l'entrée juridique, je rajoute l'apport du docteur Renaud Bouvet, qui est médecin légiste et chef du service de médecine légale à l'hôpital de Rennes, car il souligne l'intérêt à traiter la mobilisation de la déontologie médicale au soutien de l'exigence de l'impartialité du médecin conseil de compagnie. Le deuxième article est rédigé par Sylvie Maillard, qui est donc docteur en droit, adjointe au procureur de Brest, et elle a travaillé son DEA et son doctorat sur justement le problème du secret médical et de la déontologie. Pour elle, l'expertise est une pratique technicisée qui peut porter atteinte à la dignité. Et si l'acte d'expertise est réellement un acte médical, si les articles du Code de déontologie sont bien décrits, elle considère que certains commentaires dans le Code de déontologie pourraient éventuellement être approfondis. Par exemple, la communication du dossier médical, c'est l'article 46. Et d'un autre côté, elle considère aussi que cette forme d'exercice de l'expertise peut porter atteinte à la dignité de la victime et mériterait d'être beaucoup plus développée. Le troisième article juridique est écrit par deux avocats membres de l'ANADAVI et ils abordent la question de la neutralité de l'avocat.
Et il considère que l'absence de neutralité des avocats est un principe et que les avocats se considèrent comme des sentinelles du singulier. Ces avocats insistent sur le travail commun entre l'avocat et le médecin pour plus d'équité et de justice. Et concernant l'interprétation de la nomenclature, ils considèrent que les outils proposés désormais par l'ANADOC sont une nécessité éclairante et que l'on ne peut plus se contenter d'une seule interprétation. On passe à la deuxième grande partie de l'ouvrage, qui est une partie plus éthique. Et là, l'ouverture est faite par le professeur Roger Gilles, qui est neuropsychiatre, qui est un grand spécialiste de l'éthique, comme étant directeur de l'espace éthique d'Aquitaine. Et lui considère que l'expertise médicale comporte un enjeu paradoxal pour le médecin conseil, puisque le médecin conseil doit répondre à la mission de l'assurance, qui sert donc directement les intérêts de l'assurance, mais aussi doit respecter autant que possible la dignité, la fragilité de la victime. C'est toute la question du curseur. Il décrit 3 concepts très intéressants dans son entrée. Il décrit le concept d'obstination déraisonnable dans les écritures et dans l'attitude scientifique du médecin, de la certitude opacifiante qu'il oppose à l'incertitude prudente. On y reviendra plus tard. Concernant l'intelligence artificielle, on considère qu'une chiffration sous contrôle éthique de l'humain est absolument indispensable avec les nouvelles technosciences. Le docteur Asif Thomas, psychiatre aussi, docteur en droit, aborde plus loin une ouverture éthique en disant que l'arbitrage et la liberté d'esprit sont sous la tension des technosciences. Dans cette deuxième partie, j'ai intégré un article en fait, que j'avais écrit en 2019, qui est sorti en 2019 dans la Revue Générale de Droit Médical, qui aborde la problématique de l'altérité et du contradictoire en expertise. Alors, je considère, à titre personnel, mais que l'aspect inégalitaire de la relation s'apparente en expertise médicale, s'apparente à un véritable paternalisme médical ancien qui pourra être supplanté ultérieurement par le paternalisme du système expert des technosciences. C'est alors insister sur les fondements humanistes de la relation, les fondements humanistes universels qui sont applicables à la médecine. Je me permets juste de vous les rappeler. C'est l'autonomie, le désir de justice, la non-malfaisance, la bienveillance, je mettrai entre guillemets la bienfaisance. Parce que ce n'est pas tout à fait, l'expertise, ce n'est pas un acte de bienfaisance, mais ça requiert une bienveillance supérieure. Avec 3 engagements essentiels pour le médecin expert, une neutralité bienveillante, une éthique de discussion partagée et une prudence spéculative dans la pensée et la rédaction des propos. La barémisation est développée par le professeur Mehmetto, qui est un éminent juriste, un grand spécialiste de la responsabilité médicale. Et pour le professeur Mehmetto, considère que l'être humain est découpé de manière juridique, que c'est un caméléon juridique et que sa singularité s'évapore. On utilise alors des barèmes qui sont des aides non impératives, le plus souvent sans normativité en droit commun. La loi coutumière les fait cependant les accepter, je dis bien ces barèmes, et la difficulté de la barémisation repose sur le fait que l'éthique est indiscutablement à rajouter à la technique. L'intelligence artificielle, les premiers domaines et l'ouverture est développée par le docteur Jean-François Rodriguez, donc docteur en intelligence artificielle, donc un des directeurs d'IBM Europe, et il cite la phrase d'Axel Lemaire en 2014, qui était secrétaire d'État aux technologies nouvelles, et il disait que l'information ne donne pas le pouvoir, c'est l'utiliser qui le procure. Donc en fait, il y a de nombreux biais dans l'utilisation de l'intelligence artificielle qui repose sur la prise des données, et l'application des données dans les algorithmes est bien le nœud du problème au plan de la recherche, de la justice et de l'équité. Il considère que la machine learning, les machines auto-intelligentes, c'est une évolution inéluctable. Et il pose bien sûr un concept maintenant connu de tous les spécialistes de l'éthique et de la déontologie en IA, c'est qu'il y a une opposition, un risque entre l'homme diminué et l'homme augmenté, et que pour lui, il faudra s'associer, collaborer, être complété par des entités logiques. Je fais un bref survol en 3 phrases du docteur Ferguson qui va s'exprimer tout à l'heure.
pour avoir retenu de son très très bel article que les technosciences peuvent engager les libertés individuelles et collectives, que l'intelligence artificielle, oui, mais il faut qu'elle soit digne de confiance, et qu'il faut absolument un contrôle externe. J'aurais pu souligner externe et marquer en gras un contrôle éthique externe au concept. Le docteur Eric Péan, qui prendra la parole en dernier lieu aussi, un article très fouillé qui explique le positionnement donc, de la NADOC, entre autres, hein, mais il se base d'abord sur la nomenclature d'Intiac en expliquant qu'elle encadre le processus indemnitaire, qu'il y a actuellement des interprétations quasi imposées monochroniques par la REDOC et que l'apport de la NADOC est une nécessité non manichéenne, bien au contraire, puisqu'elle ouvre la discussion. Cette dernière partie est finalisée par Maître Dos à Lorient, qui est aussi médecin, avocat conseil de victimes. Et lui considère que dans la loi de 85, il faudrait une information renforcée de la victime qui est en fait encadrée dans un cocon d'expertise et qui ne saisit pas tout à fait les enjeux. Il considère que la loi Badinter est devenue la chose des assureurs, qu'il y a eu une inclination de la loi Badinter vers les assureurs, que les Agira, dans les concepts, les données Agira, les interprétations sont discutables, non pas les pourcentages, mais les interprétations, et que bien sûr le système DataJust, qui reprend ce que dit ses collègues Maître Janvier et Maître Nostis, va contre la singularité de la victime. On arrive ensuite à l'épilogue de l'ouvrage que je développe avec Delphine Toquet, qui est donc professeur de sciences humaines donc, à l'école d'ingénieurs de Brest. Et dans cette dernière partie, je reprends les idées clés des différents auteurs. C'est quand même la moindre des choses. Pour ma part, je note que la complexification des données passera par le filtre de l'intelligence artificielle qui deviendra un déterminant final dans l'indemnisation. En ce sens, je me permets de développer avec pudeur, puisque je ne suis pas philosophe, la problématique de l'action qui est développée par Hannah Arendt et qui repose sur la notion de travail répétitif, d'œuvre communautaire et d'action. Et cette trilogie est d'ailleurs reprise par Paul Ricoeur, qui considère que l'action est l'activité qui met en relation des êtres humains, qui crée un espace public où chacun révélera son individualité. Selon quoi, chacun s'engage directement dans l'espace public, que ce soit par sa parole, ses attitudes et ses écrits. En amont de toute réflexion philosophique, la question fondamentale est de pouvoir discerner les données scientifiques par rapport à l'autre et de pouvoir valider le meilleur des choix parmi plusieurs. C'est en ce sens que Delphine Toquet, donc enseignante, doctorante aussi en éthique, rappelle les principes fondamentaux de l'esprit critique éclairé, autrement dit la prudence spéculative, nécessitant, tel que le développait Francis Bacon au XVe siècle, d'avoir une pensée exigeante, douloureuse, stimulante, émancipatrice. Alors, nous retenons en synthèse que la loi de 85 ne prévoyait pas le tel développement des intelligences artificielles, qu'il sera indispensable et que de toute façon, il faut le faire, il faudra combiner des approches éthiques et numériques, et que la confrontation des idées de l'ANADOC par rapport au référentiel extrêmement travaillé, il faut le reconnaître, de la REDOC, est à notre sens une nécessité. La conclusion, en fait, repose sur 4 items. C'est qu'une éthique de l'impartialité est donc indispensable. Dans ce sens, c'est le respect des moyens invoqués par la NADOC et la REDOC. Il faut une éthique de l'opportunité, c'est-à-dire assurer la qualité du discours et des échanges. Il faut une éthique embarquée dans les logiciels d'intelligence artificielle. Et il faut, à notre sens, un contrôle sociétal pour lier équité et justice dans les technosciences. Ce qui fait dire en dernière page de l'ouvrage, j'utilise bien sûr cette belle phrase de Montesquieu, pour qu'on puisse abuser du pouvoir, il faut que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. En d'autres termes, que le pouvoir porte en germe
en lui le germe de l'abus, bien sûr, par définition. Et je me permets de vous mettre une petite photo des arêtes de la mèche. Pour les fins connaisseurs, c'est qu'une question d'équilibre est nécessaire dans l'incertitude prudente. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci, docteur Dounou, pour cette présentation de votre ouvrage. J'arrête le PowerPoint, maître docteur professeur Bloch. Oui. Arrêtez-le. Ouais. Comme ça, on pourra partager le prochain. Bon, merci d'avoir bien parfaitement résumé cet ouvrage. Je voudrais peut-être revenir juste avant de passer le relais à Anne Guégan, sur quelques acronymes que vous employez, parce que c'est vrai que vous baignez dedans, mais ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde. Anadoc, Aredoc, donc sont plutôt comme des sociétés savantes, si vous voulez, mais qui ont vocation à aider, former les experts en rassemblant des textes, en donnant des lignes de conduite. Et historiquement, si vous voulez, la Redoc a plutôt été portée par les assureurs. Et donc, l'ouvrage veut proposer une autre voie. Et l'Anadoc se pose en fait justement comme une sorte, je ne vais pas dire de contre-pouvoir, comme ce serait excessif, mais de vision différente et plus proche de celle de la victime. Vous avez employé également le terme d'Anadavi. L'Anadavi, c'est une association qui regroupe des avocats qui défendent les intérêts des victimes. Et puis enfin, vous avez parlé de la loi Badinter. Tout le monde ne la connaît pas forcément. La loi Badinter, c'est la loi qui est relative à l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation. C'est une loi extrêmement novatrice en matière de dommages corporels et qui met en place une procédure transactionnelle, c'est-à-dire que la victime et l'assureur du responsable essaient de s'entendre sur une indemnisation. Alors voilà, c'est quelque chose qui constitue un progrès considérable parce que ça déjudiciarise, ça va plus vite, bien évidemment. Mais le revers de la médaille, c'est ce que vous avez décrit, c'est-à-dire que c'est une victime qui est isolée dans un système qu'elle ne maîtrise pas forcément, avec parfois une emprise assez forte des assureurs. Voilà, c'est les trois petits points que je voulais préciser, peut-être pour quelques personnes qui étaient dans notre assistance et qui n'avaient pas forcément ces codes. Anne Guégan, donc, qu'on ne présente plus, mais quand même. Aussi, quand même. Donc, grande spécialiste du droit du dommage corporel, est-ce que vous souhaitez réagir par rapport à ce qui a été dit? Mais je ne peux pas vous dire non, mais je le ferai je le ferai très volontiers. Je vous remercie de m'avoir invité à participer à vos réflexions et à vos échanges de ce soir. Alors, oui, quelques réflexions avec peut-être la précision que j'ai trois casquettes un peu différentes qui expliquent peut-être la nature de mes réflexions de ce soir et de manière plus générale des réflexions que je peux me faire en continuant à m'intéresser à cette matière dans laquelle j'ai encore beaucoup à apprendre. Alors, peut-être d'abord la casquette de chercheur, puisque c'est l'une des parties de mon métier d'enseignant-chercheur. Je découvre depuis quelques années la matière du dommage corporel, et donc je disais, je n'ai pas fini de la découvrir. Mais je me suis posé beaucoup de questions au départ et la lecture de certains des articles du livre y répond, sur notamment la terminologie et sur la diversité des médecins qui interviennent dans l'expertise en réparation du dommage corporel. Et donc, médecins experts qui sont inscrits sur des listes et qui peuvent être désignés par un juge, des médecins conseils d'assurance ou des médecins d'assurance, des médecins conseils de victimes. Voilà, et tout ça, je dois dire, est quelque chose qui, au début, m'a un peu... que je n'ai pas trouvé simple en abordant la matière. Et puis, il y a quelque chose donc, j'ai bien compris qu'il existait des forces en présence et nécessairement des tensions.
entre ceux qui recherchent l'indemnisation et qui se font aider par des avocats et ceux qui sont débiteurs de l'indemnisation. Mais c'est vrai que le rôle des médecins n'est pas évident, et notamment parce que voilà, j'ai beaucoup de mal à comprendre comment, c'est-à-dire je comprends bien le médecin dans ses rapports avec son patient, et j'ai beaucoup plus de mal à comprendre, enfin j'ai en tout cas eu plus de mal à appréhender les différents statuts de ces médecins en fonction de leur position dans le ring, si je peux appeler ça comme ça, de l'indemnisation du dommage corporel. Voilà, est-ce que le médecin est encore totalement médecin c'est-à-dire est-ce qu'il a les mêmes... Enfin, bon, j'ai le sentiment que dans la relation médicale avec son patient, et c'est ce que l'ouvrage confirme aussi, il y a une déontologie, mais je me pose plus de questions sur la déontologie qui s'impose au médecin lorsqu'il est chargé d'expertiser un dommage corporel. Je crois, si j'ai bien lu, que effectivement d'autres qui ont écrit et participé dans cet ouvrage pensent aussi qu'on pourrait peut-être davantage s'interroger sur peut-être un statut et davantage de règles déontologiques pour le médecin qui pratique l'expertise médico-légale. La question, surtout, me semble intéresser celui qui est susceptible d'expertiser pour différents, entre guillemets, camps. Voilà. Et comment on organise tout ça. J'ai le sentiment que la Cour de cassation et le Conseil d'État aussi ont quand même un regard très bienveillant et qu'il est très, très difficile de remettre en question enfin en tout cas de faire admettre que l'expert était partial. Je n'ai pas le sentiment que le camp, entre guillemets, des victimes soit très bien protégé par rapport à ces problèmes d'impartialité ou de non-impartialité de l'expert. Et je trouve qu'on devrait peut-être davantage préciser, alors peut-être que tout ça existe et que je n'ai pas encore exploré tous ces domaines, mais j'ai le sentiment que l'éthique du médecin qui pratique l'expertise médicale dépend avant tout de son éthique personnelle plutôt que d'une éthique qui s'imposerait à tous. Et j'ai le sentiment, mais peut-être est-ce que je me trompe, que par exemple, lorsque l'on est médecin inscrit sur des listes et donc susceptible d'être désigné par le juge, j'ai le sentiment que certains, de par leur éthique personnelle, refuseront d'accepter des missions d'expertise de compagnies d'assurance, alors que d'autres le feront beaucoup plus régulièrement. Voilà, et je trouve que c'est un peu gênant que cette éthique soit à géométrie variable et voilà, ne dépende pas peut-être de règles qui garantissent davantage l'indépendance de ces médecins. Juste pour aller plus vite, alors peut-être ma casquette de formatrice maintenant. J'ai découvert de manière un peu naïve, quand je me suis intéressée à la manière dont étaient formés les médecins qui pratiquent l'expertise en dommages corporels, qu'il n'y avait pas forcément beaucoup d'universitaires dans ces formations et surtout beaucoup de juristes. Et donc, enfin voilà, je trouve un peu étonnant que, par exemple, la nomenclature d'un TIAC puisse être enseignée
par des médecins à des médecins, par exemple. Je n'imaginerais pas que nous, juristes, nous enseignions la médecine à d'autres juristes. Bon, je pense que si j'étais en charge d'un diplôme de ce type, je solliciterais des médecins pour parler médecine. Et je me demande si le droit est suffisamment présent dans les formations des médecins qui vont ensuite pratiquer l'expertise médico-légale. Donc, je crains que la réponse soit effectivement négative sur cette représentation suffisante des juristes dans les formations de médecins. Et voilà, donc je trouve que c'est assez regrettable parce que j'ai aussi le sentiment que nous devons, dans les formations, confronter nos raisonnements qui sont différents, par exemple des raisonnements sur la causalité. Quand est-ce qu'on doit parler de perte de chance? Eh bien, il n'y a qu'un juriste qui peut le dire et donc qui peut l'expliquer aux médecins. Quand est-ce qu'on doit parler de qu'est-ce que la causalité juridique? Et il y a bien une causalité juridique différente de la causalité scientifique. Je crois que c'est le juriste qui est le mieux placé pour expliquer quand est-ce qu'on va prendre en compte les prédispositions d'une personne qui est l'objet de l'expertise. Est-ce que ces prédispositions étaient symptomatiques ou asymptomatiques, etc. Il me semble que, voilà, donc ça c'est du point de vue de la formatrice que je suis, je trouve qu'il faut vraiment être vigilant sur un équilibre des discours et le respect des compétences de chacun. L'expertise médico-légale reste un outil. La règle qu'on va appliquer, c'est une règle de droit. C'est la causalité juridique qu'on va appliquer. Voilà. Et donc, il me semble que les formations sont le lieu idéal de ces échanges et de cette... il faut que ce soit des juristes qui portent à la connaissance des médecins les notions juridiques et des juristes neutres. Parce que là aussi, j'ai découvert qu'il y avait beaucoup de formations dans lesquelles des assureurs interviennent ou les organisent. Ça me paraît un peu discutable. À titre personnel, je trouve qu'une formation équilibrée doit donner la parole à tous. Donc, on doit entendre les juristes qui expliquent la nomenclature d'un TIA, qui expliquent ce que sont les postes de préjudice, qui expliquent ce qu'est la causalité, qui expliquent comment on prend en compte les prédispositions ou pas, et qui explique ce qu'est un dommage, un préjudice, etc. De même qu'il faut entendre la REDOC, il faut entendre l'ANADOC, il faut entendre des juristes d'assurance, il faut entendre des avocats de victimes. Et ensuite, chacun se fait son idée, chacun a de toute façon sa sensibilité. Et voilà, mais au moins, les formations, pour être, je trouve, légitimes, doivent donner à chacun leur place. Dernière casquette qui est celle d'une participation très modeste à des expertises. J'ai découvert depuis peu les outils et là aussi, finalement, je découvre avec un peu de naïveté comment le barème médico-légal fait autorité alors qu'il est très vieux et qu'il a une approche essentiellement fonctionnelle fort discutable. Je trouve que certains pourcentages qui se dégagent de ce barème sont complètement, aujourd'hui, le rein à 3% ou le testicule à 3%, j'imagine que ça parle à beaucoup de gens, mais je trouve ça peu convaincant pour beaucoup d'autres.
Et donc, voilà, je suis un peu frappée, je dois dire, en expertise. Bon, l'inégalité des moyens, on ne la découvre pas, ne soyons pas candides. L'emprise des assureurs, elle est normale, ce n'est pas un gros mot, c'est un fait. Mais il y a deux choses que je constate avec regret. C'est une certaine défiance quand même entre eux et un climat de tension entre les juristes et les médecins. Et là aussi, j'espère qu'on arrivera à développer des formations où on peut dialoguer davantage pour essayer voilà, de faire reculer un peu cette défiance. Et l'autre chose, c'est voilà, ces outils et ces positions qui sont assénées avec une espèce d'impossibilité de discuter. Alors, on y reviendra peut-être, hein, c'est l'AIPP qui doit être le DFP et qui, voilà, un DFP qui est complètement brimé par cette notion d'AIPP qui est issue d'un barème, je l'ai dit, fort discutable. Parce qu'il a été... Enfin voilà, il faut que les différentes forces en présence élaborent les outils. Si c'est l'outil qui est imposé par celui qui est en position de force, ça n'est plus acceptable. Et puis, revoir aussi tous ces plafonds de verre qui minimisent systématiquement non seulement les cotations, mais aussi la parole, en fait, la parole des victimes, souvent minimisée par ces plafonds de verre. Et voilà, là aussi, je crois qu'on est aujourd'hui vraiment prisonnier d'outils que beaucoup dénoncent, mais qui serait grand temps voilà, de repenser. Et ne serait-ce que les missions proposées par la NADOC récemment me semblent être une bonne direction pour introduire un peu plus de contradictoire dans ces discussions. Voilà, j'ai été trop longue sans doute, je me tais et je vous redonne la parole. Merci beaucoup pour cet éclairage. Donc, on a bien vu qu'il y avait une double difficulté. En fait, au stade de l'expertise, c'est un petit monde finalement. Et c'est vrai, ce qui peut sembler surprenant, c'est des changements de casquette, même si effectivement, de manière assez juste. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont arrivées sur le forum de discussion, mais on nous dit effectivement qu'un expert judiciaire ne peut pas faire d'expertise pour compagnie d'assurance, ni être avocat, ni être médecin conseil de victimes. Oui, c'est effectivement vrai, mais on voit très bien qu'en étant sapiteur, par exemple, on retrouve des personnes qui sont très marquées dans la défense de tel ou tel intérêt, qui parfois sont saisies pour avoir un avis objectif. Et voilà, il y a une apparence de subjectivité, ce qui ne veut pas dire que les gens ne sont pas objectifs, mais parfois on est marqué par des années d'expérience. Après, ce qu'on nous dit effectivement pour les médecins conseils et compagnies d'assurance vaut pour les médecins conseils de victimes. Hein. C'est-à-dire que ça, on nous le dit aussi, c'est-à-dire que les critiques qu'on peut faire aux médecins conseils et compagnies d'assurance, on peut les faire aussi aux médecins conseils de victimes. Il serait extrêmement choquant qu'un médecin conseil de victimes se donne l'apparence d'un expert judiciaire. Des deux côtés, voilà, hein, le propos n'a pas vocation à être univoque. Il y a beaucoup de questions. Je pense que le docteur Péan y répondra après dans son intervention. C'est pour ça que je ne développe pas tout. On nous demande comment devient-on médecin conseil pour victimes. Ça, pareil, je mets de côté et peut-être que le docteur Péan y répondra dans son intervention. Mais voilà, c'est assez amusant parce qu'on voit bien la ligne de fracture aussi dans les gens qui réagissent. Hein. Je verrai ceux qui sont plutôt côté victime, côté assurance. Donc là, comme je l'ai dit, voilà, ce soir, la balance penche du côté de nos intervenants, côté victime. Hein, mais bien évidemment, on est bien conscients, les uns et les autres, de parfois la nécessité de rééquilibrer un petit peu les choses. Parce que comme l'a dit Anne Guégan, c'est vrai qu'au terme, notamment au niveau de la formation, hein, c'est vrai qu'il y a beaucoup de concepts qui ont été façonnés par les assureurs, mais ça ne veut pas dire que les médecins conseils de compagnie d'assurance sont malhonnêtes. Hein. C'est pas du tout notre propos. Hein. C'est une histoire de point de vue, de formation. Voilà. Surtout, c'est ça que je voulais remettre
pardon, je voulais remettre en perspective par rapport à votre propos. Et puis, dernier point que je voulais souligner, c'est que nous, on est dans un système aussi où on a les experts judiciaires censés être impartiaux. Il y a d'autres systèmes juridiques dans lesquels il n'y a pas d'experts judiciaires. En fait, il y a les experts d'une des parties, ce qui finalement parfois rend les choses beaucoup plus claires. C'est-à-dire vous allez avoir l'expert de la victime et l'expert du responsable ou du régleur, et puis le juge finalement devra faire sa religion là-dedans, ce qui au moins finalement permet de ne pas avancer masqué. Alors que parfois, c'est vrai que chez nous, le système déraille un petit peu de ce côté-là. Est-ce que je peux juste ajouter Oui. une petite observation? C'est que je vois dans la barre de conversation, bon, je vois que je suis clairement fichée victime, mais je dois dire que je suis assez attachée à la neutralité et de ce point de vue-là, mon statut d'universitaire est une garantie. Mais parfois, en fait, comment dire, on réagit, enfin, le propos peu bienveillant pour les victimes est tel, avec des positions très affirmées, y compris juridiquement erronées, que nécessairement, enfin, dès lors qu'on prend le parti inverse et qu'on cherche à restaurer un peu, pas le fond, mais enfin, si le fond, ne serait-ce que la vérité, c'est difficile de le faire sans être tout de suite fiché pro-victime. Et ça, je trouve que c'est un peu regrettable. Voilà. C'est juste voilà, quand on veut rééquilibrer certains discours et certaines affirmations juridiques qui sont tout de suite on est taxé de pro-victime, alors que bon, voilà, c'est juste on essaye de rétablir une vérité. Merci pour cette précision. Alors, je vais passer le relais à Monsieur Ferguson. Comme je l'ai indiqué, docteur en sociologie et enseignant à l'ICAM, qui est une école d'ingénieurs, un réseau d'écoles d'ingénieurs. Donc, lui est de Toulouse, je crois, enfin, enseignant à Toulouse. Et donc, il va revenir sur le rôle que pourrait jouer l'intelligence artificielle sur la problématique du dommage corporel. Je lui passe immédiatement le relais. Merci. Merci à tous d'être présents pour cette présentation. J'ai eu effectivement l'honneur d'intégrer ce livre blanc autour d'une proposition que j'ai appelée Décodage et encodage déontologique d'une intelligence artificielle d'indemnisation des victimes, durant laquelle j'ai réfléchi aux enjeux de conception et d'utilisation, je sépare les deux aspects, pour la clarté du propos, d'une intelligence artificielle, d'un programme utilisant les techniques d'intelligence artificielle qui viendrait en appui de l'indemnisation, c'est-à-dire de la recherche de la juste indemnisation, puisqu'on est dans un ouvrage très marqué par la question de l'éthique. Donc d'abord, j'ai repris quelques enjeux, alors surtout côté santé, mais on peut les retrouver côté juridique. Dans le rapport Villani, qui, je vous le rappelle, est le rapport qui a été remis au président Emmanuel Macron en mars 2018 et qui est la feuille de route de la France en matière d'intelligence artificielle, qui fait de la santé un des 4 secteurs prioritaires d'investissement de l'État dans la recherche technologique, dans la recherche en matière d'IA. Voilà ce que l'on retrouve à l'intérieur de ce rapport. Le développement de l'IA est appelé à transformer en profondeur les pratiques des professionnels de santé, et on imagine l'apport que pourrait avoir l'IA dans la façon d'organiser des interactions vertueuses entre l'expertise humaine et l'IA. Donc on chercherait à augmenter l'exercice quotidien de la médecine grâce à ces interactions vertueuses entre l'expert et la technologie. Mais de l'autre, quasiment la même année, ce rapport du Conseil national de l'ordre des médecins qui dit, de l'ordre national des médecins, pardon, qui dit des progrès nouveaux qui s'annoncent chaque jour, des limites dont on a l'impression qu'elles deviennent totalement franchissables, des annonces plus destinées au marché boursier qu'aux professionnels de santé, conduisent de plus en plus de médecins à s'interroger, à exprimer leur perplexité, voire leur crainte face à des évolutions pour lesquelles ils n'ont pas été préparés et qui leur paraissent leur échapper.
bon, je fais l'hypothèse qu'en matière juridique, on pourrait aussi invoquer cette inquiétude de l'emprise de marché boursier, des questions sur lesquelles on est mal préparé et qui paraissent échapper aux professionnels qui vont les mettre en œuvre. Voilà en guise de propos liminaires pour maintenant en venir à cette révolution dont je vais présenter d'abord quelques éléments techniques parce que ce n'est pas évident, et puis quelques interrogations éthiques, pas toutes, mais celles qui vont nous préoccuper le plus dans le cas de l'indemnisation du dommage corporel. Donc d'abord, les deux branches de l'intelligence artificielle. On a deux branches de cette discipline. C'est une discipline qui est née en 1956 à l'issue d'une université d'été qu'on appelle Dartmouth Summer Project et qui a d'emblée posé ces deux bases. La première, c'est ce qu'on appelle l'approche symbolique. L'approche symbolique développe un modèle de type hypothético-déductif qui va des règles aux données. C'est-à-dire qu'on va essayer de simuler des raisonnements de haut niveau sous la forme de règles qu'on va convertir en langage informatique. Donc, on va essayer de simuler, pour le dire simplement, un cerveau adulte, c'est-à-dire des raisonnements de haut niveau. Voilà. On part des règles à laquelle on va adresser des données d'entrée et un moteur d'inférence va rapporter ces données d'entrée à des règles pour construire un raisonnement de haut niveau. En même temps, sur cette même université d'été de 1956, l'autre branche, qu'on appelle l'approche connexionniste, elle est plutôt un modèle inductif qui part des données et qui va des règles. C'est-à-dire que l'output, la sortie d'un programme de type connexionniste, ce sont les règles. C'est un apprentissage de type bio-inspiré, c'est-à-dire qu'il va essayer de simuler la façon dont davantage un enfant apprendrait. C'est-à-dire qu'un enfant va recevoir un certain nombre d'informations, c'est-à-dire qu'on va lui montrer à plusieurs reprises, par exemple, une vache, et dans son esprit va se développer une configuration type, des règles d'or, si vous voulez, qu'il va mobiliser à chaque fois qu'il va voir quelque chose qui lui fait penser à cet ensemble, à cette galerie d'images que l'adulte lui a annoté. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il a vu une vache, il lui a dit « ceci est une vache ». Et donc, le modèle connexionniste va reproduire ça. Alors, à une différence près, c'est que là où l'être humain a besoin d'un petit nombre de vaches pour le reconnaître pour le restant de sa vie, eh bien, il faut des millions de vaches à l'intelligence artificielle pour ensuite pouvoir l'identifier d'un cheval ou d'un chat, par exemple. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler aujourd'hui l'apprentissage machine, voilà, le machine learning. Alors, premier problème éthique, c'est ce qu'on appelle la boîte noire. La boîte noire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ce système connexionniste qui aujourd'hui est devenu dominant depuis les années 2010, eh bien, l'organisation des neurones électroniques qui composent ce mécanisme est d'une telle complexité que lorsqu'on va demander à la machine les motifs de sa recommandation, eh bien, la machine va être incapable de lui fournir parce que le modèle ne contient pas ces conditions d'explicabilité. Voilà, la façon dont chaque neurone électronique s'est ajustée les unes par rapport aux autres, eh bien, rendra impossible de tracer les motifs d'une décision. Et ça, c'est ce qu'on appelle le problème de l'explicabilité. Voilà. Le problème de l'explicabilité, c'est l'impossibilité de demander à l'algorithme les motifs de son raisonnement. C'est ce qu'on appelle la boîte noire. Alors, à Toulouse, un grand centre interdisciplinaire d'intelligence artificielle s'est créé à l'issue du rapport Villani. 4 ont été créés en France. Eh bien, on essaie de développer ce qu'on appelle une intelligence artificielle hybride qui va utiliser à la fois l'IA symbolique, qui est composée de règles, et la puissance de l'IA connexionniste, qui part des données pour aller vers les règles, pour essayer de renforcer cette explicabilité. Puisque lorsque vous aviez une IA logique, eh bien, lorsque vous avez une recommandation, vous pouvez le demander à l'IA logique, quelles sont les règles que tu as mobilisées pour produire ce raisonnement. Et donc, en hybridant la force de calcul de l'approche connexionniste par les données et la traçabilité des règles mobilisées par le symbolique, on pourrait avoir une IA explicable. Voilà. Donc ça fait l'objet de travaux de recherche très avancés aujourd'hui, mais il est très difficile dans les réseaux neurones, comme on les appelle, d'aller demander l'explication. Donc ça, c'est le premier problème éthique, la boîte noire. Le deuxième, ce sont les biais. Les biais que l'on peut avoir. Alors d'où viennent ces biais? On va avoir 2 grandes catégories de biais. Le premier, ce sont les biais explicites. Ce sont les objectifs que vous pouvez donner à un algorithme, qui sont généralement très liés à celui qui les fabrique ou à son client, au client de celui qui les fabrique. Les intentions, les arbitrages humains, mais aussi les représentations sociales
social inconscient d'une époque. Voilà, donc qui vont très largement être intégrés à leur insu par les développeurs ou les experts. Voilà. On peut faire venir différents experts pour développer une IA qui conseillerait les médecins ou les juristes qui vont définir la juste indemnisation, mais ces systèmes risquent d'être biaisés par les experts que l'on aura mobilisés. Donc ça, ce sont les biais explicites qui vont avoir un énorme impact sur les buts que va poursuivre l'algorithme. Deuxième chose, les biais implicites. Et ça, les données implicites, ils sont contenus dans les données mobilisées dans les phases d'apprentissage. Dans les phases d'apprentissage, il peut y avoir une surreprésentation de catégories de personnes, ce qui va amener à des effets de bord. C'est-à-dire que les personnes les cas traités par l'algorithme qui vont sortir de cette base de données homogène vont être maltraités. Voilà. Donc ça, c'est important. La qualité des données d'entraînement du programme et les biais contenus dans ces données vont être très importantes. Ça va avoir un impact très important sur les recommandations. D'où la proposition d'une data scientist qui est très connue sur ces questions de biais, de Cathy O'Neill, c'est de générer, on va le voir, des biais, des audits algorithmiques. Et voilà ce qu'elle dit. Les algorithmes automatisent le statu quo. Cela aurait été bien si nous avions un monde parfait, mais ce n'est pas le cas. Voilà. Donc, si on avait un monde parfait, l'automatiser, ça serait très bien. Mais comme les biais dans les jugements humains sont partout, eh bien, ils sont aussi contenus à la fois dans la base de données d'entraînement du système et dans l'esprit de ceux qui le programment. Donc voilà pour deux grands problèmes éthiques avec ce type d'intelligence artificielle. Maintenant, regardons les problèmes proprement liés à la conception d'une IA juste en matière d'indemnisation. Si on reprend les biais explicites, eh bien, la proposition que je fais dans mon article, c'est pour sortir justement de ces problèmes associés à la définition des buts de l'algorithme, c'est d'engager, et ça a été dit par le professeur Guégan, une discussion éthique. C'est-à-dire que le collectif d'énonciation de l'indemnisation se retrouve un peu comme ça a été fait, je crois, à l'occasion de la nomenclature d'un TIAC, même si ce n'était pas vraiment prévu initialement comme ça, se retrouvent et définissent des principes de justice communs. Évidemment, vu le climat d'inquiétude stratégique qu'il y a à l'intérieur de ce collectif, ça ne va pas être facile, mais c'est une occasion. Voilà. Et non seulement il va falloir mettre en place des principes de justice communs, mais il va falloir engager une éthique de la discussion, c'est-à-dire un cadre d'échange qui est respectueux de la diversité des points de vue. C'est-à-dire que non seulement les principes devront être éthiques, mais les conditions de production de ces principes vont devoir suivre une discussion qui elle-même sera éthique. Au sens d'Habermas, par exemple. Deuxième chose, les biais implicites. Eh bien, pour les traiter, il va falloir mettre en place une IA explicable. Les décisions et les recommandations de l'IA devront être explicables et auditables, c'est-à-dire qu'à intervalles réguliers, il va falloir regarder les décisions qui ont été prises, que ce collectif se réunisse à nouveau, regarde les décisions qui ont été prises de façon automatique ou semi-automatique en lien avec ces programmes, pour regarder s'ils sont cohérents avec le système de valeurs qui avait été défini collectivement. Donc, ça ne suffit pas de le faire une fois pour toutes, il faut faire un suivi régulier des décisions qui auront été prises. Deuxième élément, développer une machine morale. Alors là, ce que je vous ai mis, c'est un dessin d'une expérience de pensée qui a connu plus de 7 millions de participants dans le monde, qui vous propose de définir comment vous régleriez un véhicule autonome qui perd le contrôle et qui va nécessairement tuer des gens. Hein, c'est le fameux dilemme du tramway qui a été réactualisé. C'est une expérience de pensée très importante en éthique. Et bien là, en l'occurrence, dans le cas d'école que vous voyez, est-ce qu'il vaut mieux sacrifier les passagers ou est-ce qu'il vaut mieux sacrifier les piétons? Voilà. Et évidemment, ce qu'on va distinguer à travers cette expérience de pensée, c'est les options éthiques, les préférences éthiques des participants et regarder si ces préférences éthiques sont les mêmes en fonction des différentes régions du monde dans lesquelles on se situe. Voilà. Donc ça, c'est le principe de la machine morale. On va essayer de doter les machines de principes éthiques ou d'une procédure de résolution des problèmes éthiques qu'elles peuvent rencontrer. Donc, en matière d'éthique des machines médicales, ça reviendrait à accomplir des tâches qui exigent une attitude à l'interaction et une sensibilité psychologique, des connaissances pratiques et toute une gamme de règles de conduite professionnelles, ainsi qu'intelligentes,
autonomie et responsabilité en général sur le plan éthique. Donc c'est un lourd programme pour une machine morale. Il faudrait lui choisir un cadre éthique. On sait qu'en matière d'éthique, il y a plusieurs cadres éthiques. Est-ce qu'il faut choisir un cadre conséquentialiste, c'est-à-dire plutôt se baser sur les conséquences de l'action? Et à ce moment-là, les conséquences pour qui? Sur quelle échelle de temps? Comment juger le caractère positif ou négatif d'une conséquence? Et comment hiérarchiser les préférences? Donc ça, c'est des questions qu'il va falloir se poser si on choisit le cadre conséquentialiste. Mais on peut aussi choisir le cadre déontologique, c'est-à-dire se référer non pas aux conséquences, mais à des principes. Et là, il faut se poser la question, que signifie une bonne ou une mauvaise action? Comment intégrer les variabilités de contexte? Et quelle référence pour le concepteur? Pour exemple, l'expérience du moral machine, dont vous voyez l'image, a montré qu'en Asie, le cadre déontologique était bien plus important que le cadre conséquentialiste. C'est le contraire en Occident. En Occident, le cadre conséquentialiste est plus important que le cadre déontologique. Ça se concrétise comment? Ça se concrétise qu'en Asie, si une personne traverse au vert, eh bien, au feu vert, elle n'a aucune raison d'être tuée par une voiture. Alors qu'en Occident, 5 personnes traversant au rouge doivent être sauvées, même si au détriment de la personne qui est dans la voiture et qui n'a commis aucun tort sur le plan moral. Voilà, on va toujours essayer de sauver le plus de personnes possible en Europe. Troisième dimension, une IA digne de confiance. Voilà. Alors ça, c'est un concept très fort aujourd'hui en matière d'intelligence artificielle. Il y a 2 dimensions. Il y a la dimension un peu officielle qui est développée par l'Union européenne. C'est les lignes directrices en matière d'éthique pour une IA digne de confiance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'IA doit être licite, elle doit respecter les lois, elle doit être éthique, elle doit respecter les valeurs de la communauté qui l'utilise et elle doit être robuste techniquement et socialement. C'est-à-dire qu'elle ne doit pas créer de dysfonctionnements techniques et sociaux. Mais moi, en tant que sociologue, évidemment, je m'intéresse plus à qu'est-ce que veut dire la confiance entre 2 entités ou 2 individus. La confiance, elle s'établit sur la prévisibilité du comportement d'alter en situation d'incertitude. La confiance est une ressource que je mobilise dans un environnement incertain. Lorsque tout est sûr, je n'ai pas besoin d'aller chercher de mobiliser la confiance. Tout est cadré par des principes. Lorsqu'il y a incertitude, eh bien, la confiance me garantit que l'autre va avoir un comportement prévisible. Et donc, je peux m'appuyer sur cette prévisibilité. Ce n'est pas avoir en confiance envers quelqu'un pour tout et n'importe quoi. Je manage moi-même une équipe. Dans mon équipe, ils savent quand me faire confiance et quand il vaut mieux ne pas me faire confiance. Mais je génère cette prévisibilité. Eh bien, cette confiance-là se décline à 3 niveaux. Elle peut être institutionnelle. J'ai confiance dans les institutions qui ont conçu l'outil. Il peut y avoir un tiers de confiance. J'ai confiance en l'outil car elle est certifiée, par exemple, ISO. Et cette confiance, elle peut se construire par les interactions répétées. J'ai confiance en l'outil car je l'utilise depuis 1 an et je sais anticiper son comportement. Voilà comment on peut construire une confiance envers l'intelligence artificielle. Donc là, c'était pour les conceptions, la conception de l'IA. Et maintenant, voyons le côté de l'utilisation. Voilà, l'utilisation d'une IA juste en matière d'indemnisation. Un premier risque, c'est la déshumanisation. Voilà, déshumanisation que l'on va retrouver à travers l'automatisation. L'automatisation va être déshumanisante. La Commission nationale informatique et liberté nous dit les algorithmes d'IA ont la capacité d'accomplir une tâche dans un temps presque immédiat. Ils ont la capacité d'accomplir cette même tâche à une très large échelle spatiale, mais de façon identique en tout lieu. À ce titre, ils peuvent représenter un grand attrait pour les administrations et les entreprises soucieuses d'efficacité, mais aussi de rationalité et d'homogénéité de leur action. Voilà des promesses attirantes, attractives. Mais la CNIL nous met en garde et qui nous dit cette rapidité-là, elle peut se faire au détriment de la délibération en commun. Et c'est une dimension extrêmement importante pour fabriquer la justice. La durée est aussi une ressource à part entière, c'est un acteur à part entière de la décision. Et puis les disparités régionales que l'on peut critiquer, dans une certaine mesure, c'est aussi une respiration de la loi contre son application automatique et rigide. Celui qui produit la décision de justice doit tenir compte d'un contexte local et ne pas chercher nécessairement à homogénéiser le droit. Alors la CNIL dit dans une certaine limite, et cette limite, c'est justement la réflexion éthique qui doit la décider. Deuxième élément de déshumanisation, l'emprise des algorithmes, avec ce qu'a dit tout à l'heure le docteur Denou, le risque de paternalisme du système expert, le risque
que le médecin abdique devant la machine, qui sait mieux que lui est réel, nous dit l'INSERM, il peut être amené à endosser une décision qui n'est pas la sienne et découvrir après coup que la machine s'est trompée. Alors, comment est décrit par les chercheurs sur la question le risque de cette emprise des algorithmes sur la décision humaine? Ganassia, hein, qui nous dit, Jean-Gabriel Ganassia, qui est un expert en IA, qui parle de domination passive de l'IA. Les représentations collectives et les fantasmes sont beaucoup basés sur la domination active de type Terminator, hein, la machine qui a une conscience et qui nous écrase. Mais en fait, le risque, c'est la domination passive, c'est la façon dont nous nous effaçons derrière l'outil. Le philosophe américain Crawford parle de l'architecture de choix contre l'agir individuel, c'est-à-dire ce sentiment que le moi choisisseur, c'est un moi libéré. Un moi choisisseur, c'est quoi? C'est lorsque je choisis suite à un certain nombre d'options qui me sont proposées par une intelligence artificielle. En fait, j'ai le sentiment de choisir librement, alors qu'en fait, je choisis à l'intérieur d'une architecture de choix qui a été prédéfinie par l'intelligence artificielle. Philosophe français Éric Sadin parle de tournant injonctif de la technique, d'une technique qui nous dit ce que l'on doit faire. L'autre philosophe, Gabriel Koenig, parle de la fin de l'individu, c'est-à-dire finalement de l'apparition de situations où on prend des décisions qui sont volontaires mais qui ne sont pas libres. Et puis enfin, le philosophe Nicolas Carr part de mythe de la substitution, l'idée selon laquelle à chaque fois qu'on crée un automate, il nous libère d'une tâche imbécile pour nous amener vers une tâche plus élevée. Et en fait, ce qu'il lui voit, c'est que progressivement, il y a une déqualification du travail quand on utilise des outils intelligents de façon mal réfléchie. Et il parle notamment de cette étude dont je vous montre une image, qui est de celle des radiologues qui petit à petit se détournent de tout ce qui n'est pas identifié par l'IA comme étant une menace pour le patient et risquent de passer à côté d'autres choses parce qu'ils perdent la vision globale de la radio. Alors, du côté de la réhumanisation hein, et de la promesse d'indemnisation augmentée, on a une réflexion autour du big data judiciaire qui permettrait de décharger les juridictions du poids du contentieux pour lesquels la voie judiciaire n'apparaîtra plus la mieux adaptée et de se recentrer. Hein, décharger et recentrer, ce sont des mots très forts en matière d'intelligence artificielle, se recentrer sur la protection des libertés individuelles. Donc, il y aurait une promesse du big data judiciaire qui pourrait aller dans ce sens. Du côté du conseil de l'ordre des médecins, l'intelligence artificielle a la capacité de travailler considérablement plus vite sur des volumes de données inconsidérablement supérieurs, mais sur une tâche bien précise, bien délimitée, alors que le cerveau humain conserve la suprématie quand il s'agit de raisonner, d'analyser son environnement et de communiquer. Et donc là, on en revient à trois éléments de supériorité humaine par rapport à l'intelligence artificielle qu'on appelle l'intelligence créative, l'intelligence relationnelle, et l'intelligence en 3 dimensions, c'est-à-dire associer une analyse à un contexte réel, ce que l'intelligence artificielle est incapable de faire. L'intelligence artificielle traite des données, elle est incapable de comprendre ce qu'elle traite. Et donc ça, c'est véritablement la supériorité humaine. La réhumanisation, enfin, nous amène à réhabiliter les émotions. Beaucoup de travaux sur l'intelligence artificielle soulignent cette grande oubliée de nos raisonnements rationnels. Le Conseil national, enfin l'Ordre des médecins nous dit il est maintenant reconnu que c'est une erreur de chercher à éliminer les émotions du cursus médical. Il faut au contraire apprendre à les apprivoiser, à les canaliser. Et j'ai aussi trouvé des actes, de colloques réunissant des avocats et des juges disant que à l'heure des algorithmes, il est urgent de comprendre comment les émotions nous influencent et combien leur compréhension et leur maîtrise sont importantes pour conserver une justice humaine. Et donc là, ça se rapporte beaucoup à des travaux en neurosciences qui évoquent l'erreur de Descartes. Hein, l'erreur de Descartes qui nous aurait dit qu'il fallait mettre à distance nos émotions pour prendre des décisions rationnelles. Et ces travaux se sont notamment concentrés sur des cas comme celui de Phineas Gage, qui a eu une zone du cerveau complètement détruite par une barre de chemin de fer et qui avait gardé tout son raisonnement logique, mais était incapable de prendre une décision rationnelle parce que ses émotions faisaient défaut. Et donc, le neuroscientifique Antonio Damasio parle de la raison des émotions. Il explique finement comment les émotions sont indispensables pour prendre des décisions rationnelles. Et donc, pour terminer, sous forme d'ouverture, eh bien, montrer comment l'IA pose des questions très anciennes en des termes très nouveaux. D'abord,
ça nous amène à nous poser des questions. Quels principes éthiques communs? Comment les établir collectivement? Qu'est-ce qui relève de la technique et de l'humain dans la décision? Quelle place accorder aux émotions? Voilà, c'est des questions très fondamentales. Et donc, Anassia, effectivement, nous dit voilà, des questions très anciennes dans des termes très nouveaux. Philippe Breton, qui est un anthropologue, dit « À travers l'IA, l'homme se contemple et tente de discerner les contours exacts de son humanité. C'est une interrogation de l'homme sur lui-même. » Et c'est vraiment intéressant, ce miroir que l'IA nous tend. Je ne sais pas quelle sera la profondeur et la réalité de la révolution de l'intelligence artificielle, mais je pense qu'elle peut nous poser des questions profondes et qui, elles vont avoir un effet durable. Et la dernière phrase que je donne dans mon article, l'augmentation apportée par l'intelligence artificielle serait alors moins à chercher dans la technicité qu'elle apporte que dans la réflexivité qu'elle convoque. Le collectif d'établissement de l'indemnisation des victimes aurait tort de s'en priver. Voilà, je vous remercie et je vous laisse maintenant réfléchir à ça et puis au professeur Guégan peut-être de réagir. Merci, Monsieur Ferguson, pour cette présentation très, très claire sur des questions qui sont évidemment pas simples. Hein. On en sait beaucoup plus sur l'IA et puis on en sait également beaucoup plus sur l'application de l'IA à la réparation du dommage corporel. Donc, le contrat est rempli. Je voudrais juste rappeler pour ceux qui ne sont pas là des initiés de ces questions que des barèmes existent déjà hein, d'indemnisation en matière de dommages corporels. Hein. Les cours d'appel utilisent évidemment un certain nombre de barèmes. Les fonds d'indemnisation utilisent des barèmes. On parle parfois de référentiels. Les régleurs utilisent des référentiels. Hein. Donc, ce qui changerait ici, c'est simplement, je dirais, l'échelle. On serait sur des bases de données beaucoup plus importantes. Et le risque de dérive d'une assistance vers une délégation finalement de la décision. Hein, et c'est ce que vous avez parfaitement expliqué pour recentrer le juge vers d'autres missions éventuellement, notamment autour des problématiques d'ordre public. Donc voilà, je dirais l'environnement. Juste une dernière précision. Vous avez évoqué le décret DataJust, hein, et le docteur Donou en avait parlé également. Le projet de réforme, il y a une proposition actuellement hein, de réforme du droit de la responsabilité civile qui a été déposée par les sénateurs, qui ne fait plus aucune référence à ce décret en fait. Hein. Donc, il y avait un premier projet de réforme porté par la chancellerie dans lequel le DataJust était visé. Et là, la proposition sénatoriale a fait complètement disparaître ce décret. Donc, on ne sait pas trop où on en est sur cette question. Anne, peut-être une réaction? Sans doute. Oui, alors j'hésite un peu à partager le sentiment que me procure l'IA et l'image que j'ai en tête. C'est Josiane Balasco sur ses skis en disant « j'y vais mais j'ai peur ». Elle a eu mal à la fin. Hein, ouais. Alors j'ai un peu moins peur après avoir entendu Monsieur Ferguson, mais quand même je voudrais partager quelques peurs peut-être ou quelques questionnements. La peur de la paresse humaine qui a été évoquée et la peur des données d'entrée. Il a été question des biais et en effet, moi, c'est vraiment la question la plus… je me dis, mais comment va-t-on éviter les biais? Comment on va réussir à intégrer toutes les complexités de notre matière? Comment on va s'assurer que le montant d'indemnité que l'on lit à tel taux ou tel taux d'incapacité et a bien été pris en considération lorsqu'on a entré les données dans la matrice. Et s'agissant de DataJust, qui effectivement récemment cristallise un peu toutes ces questions, alors je me demande si, malgré effectivement le fait que ça disparaisse dans le projet de loi déposé le 29 juillet 2020 sur le bureau du Sénat, je me demande si le ministère de la Justice n'est pas en train de travailler quand même sur ce fameux décret DataJust. Qui vise donc à intégrer, à constituer, si on a bien compris, un référentiel d'indemnité. Mais alors, qui va le faire? Sous quelle éventuelle influence? Est-ce qu'on va s'assurer que tous les acteurs de la matière peuvent avoir un œil et peuvent vérifier si les données qu'on rentre sont peut-être rentrées de la même manière? Donc, quel va être le contrôle sur la fabrication de cet outil?
si on mélange les indemnités accordées par le juge administratif aux indemnités accordées par le juge judiciaire, on sait très bien dans quel sens ça va aller. Ça va aller vers une baisse des indemnités qui seront référencées dans cet outil DataJust, puisqu'il est factuel que le juge administratif répare par des montants d'indemnités inférieurs à ceux du juge judiciaire. Si on fait rentrer les données transactionnelles des assureurs, alors lesquelles? Est-ce qu'il ne faut pas intégrer dans l'outil que les données transactionnelles qui auront été obtenues dans des situations où la victime était accompagnée par un avocat spécialisé en matière de dommages corporels? Bon, voilà, donc c'est autant de questions que je me pose et qui je trouve voilà, font un peu peur, même si je trouve que effectivement les questions et les réponses, enfin, le fait que dans l'intervention de M. Ferguson et dans son article, on trouve justement ces mêmes questions qui sont posées, auxquelles on essaye de répondre et auxquelles il existe des réponses, sont de nature quand même à être un peu rassurants. Merci. Bon, je vois que l'heure tourne. Si on veut pouvoir discuter un petit peu à la fin, je vais passer immédiatement le relais au docteur Éric Péan, donc secrétaire général de l'ANAMEVA, qui, je le sais par son intervention, va répondre à quelques questions qui nous ont été posées au tout début. Hein. C'est pour ça que je les ai laissées de côté. Donc, docteur Péan, à vous de jouer. Bonsoir à tous. Effectivement, je vais aborder ce soir la démarche Anadoc. Alors, avant de voir comment ça marche, l'Anadoc, on va essayer d'expliquer pourquoi l'Anadoc. Alors, la réflexion médico-légale mérite un débat contradictoire, tout comme une réunion d'expertise mérite un débat contradictoire. C'est en ce sens déjà que l'Anadoc a été créé. Alors, maintenant, vous connaissez bien les sigles, le professeur Bloch vous les a rappelés tout à l'heure. Donc, l'ANAMEVA, qui est l'association des médecins conseils de victimes, s'est rapprochée de l'ANADAVI pour créer l'Anadoc, qui est l'antenne nationale de documentation du dommage corporel. L'Anadoc, aujourd'hui, c'est un site, le site anadoc.net, qui est en accès libre, sur lequel vous allez trouver une mission. Cette mission, elle a été élaborée sur la base de la nomenclature d'Antillac. Elle intègre également les jurisprudences les plus récentes et elle est évolutive. Et puis, vous trouverez aussi des fiches qui reprennent poste de préjudice par poste de préjudice et qui sont composées en particulier de fiches de synthèse, mais également de fiches comparatives avec les travaux qui sont faits par la REDOC. Là aussi, maintenant, vous savez parfaitement ce qu'est la REDOC. L'Anadoc, c'est aussi la volonté de maintenir une veille juridique et doctrinale. Alors, participer à la réflexion, parce que cette doctrine médico-légale, elle n'est pas figée dans le marbre, par définition, elle évolue. Et puis, il faut, le professeur Guégan l'évoquait tout à l'heure, que la formation des différents acteurs qui pratiquent la doctrine médico-légale au quotidien se fasse. Et pour ça, il faut qu'il y ait là aussi différents éclairages. Alors, vous allez me dire, tout ça, finalement, c'est un travail qui est déjà fait, donc pourquoi recommencer, puisque la REDOC, aujourd'hui, déjà assure la formation des médecins de compagnie d'assurance et a un outil documentaire extrêmement efficace. Alors, en aucun cas, la démarche de l'Anadoc est de remettre en question le travail et la qualité du travail qui est fait par la REDOC depuis plusieurs décennies et qui est tout à fait reconnu. Mais l'Anadoc ne se positionne pas contre la REDOC, elle se positionne avec la REDOC pour poursuivre justement cette réflexion médico-légale et avancer ensemble. Nous avons finalement, autant l'Anadoc que la REDOC, un même devoir, celui de permettre
pour qu'une indemnisation soit intégrale, que l'évaluation qui la précède soit également une évaluation intégrale. Alors, les experts judiciaires, les médecins conseils de compagnie d'assurance, les médecins conseils de victimes, on évoquait tout à l'heure la difficulté de les différencier. Quelquefois, ces différents rôles changent. Dans tous les cas, il n'y a aucune place pour des intérêts divergents dans cette démarche, a fortiori, puisque on est médecin avant tout, quel que soit le rôle que l'on va jouer en tant qu'expert ou en tant que médecin conseil. Alors, le serment d'Hippocrate qui s'applique à tous les médecins, mon premier souci sera de rétablir, de préserver ou de promouvoir la santé dans tous ces éléments physiques et mentaux, individuels et sociaux. Alors, certes, l'expertise n'est pas un acte de soin, mais l'expertise participe à la réparation. Il y a la prévention primaire qui consiste à éviter qu'un accident se produise, la prévention secondaire, éviter que ses conséquences s'aggravent, et la prévention tertiaire, c'est la réadaptation, la réhabilitation. Et finalement aussi, c'est là que l'expert intervient dans ce rôle de reconnaissance des victimes. Au-delà d'une indemnisation, attendent aussi une reconnaissance dans leur statut de victime. Pourtant, effectivement, au quotidien, aujourd'hui, en tant que médecin conseil, on est confronté à des difficultés dans les expertises amiables pour parvenir à un consensus entre les parties dès le stade de l'expertise. Pourquoi arrive-t-on aujourd'hui à cette situation? Alors, les compagnies d'assurance nous répondent 98% des dossiers se gèrent de manière transactionnelle, ce qui est finalement la preuve qu'il n'y a pas de problème. Les choses ne sont peut-être pas aussi simples si on observe un petit peu le rapport de force entre le nombre de médecins conseils de compagnies d'assurance par rapport au nombre de médecins conseils de victimes, où le rapport est de 1 sur 10, ce qui amène à penser que les victimes ne sont assistées qu'une fois sur 10, finalement, lors d'une mesure d'expertise. Alors, revenons aux travaux qui ont été faits par le rapport d'Antillac, la nomenclature d'Antillac, l'AREDOC qui a adapté et qui a édité sa mission en suivant. Il y a aussi aujourd'hui une mission judiciaire qui existe, hein, mais jusque-là, les conseils de victimes, que ce soit les médecins ou les juristes, n'ont jamais participé à l'élaboration de ces missions. Alors, où se situent les difficultés? On va essayer, à travers quelques exemples, de toucher du doigt les problématiques qui expliquent les difficultés que l'on a en réunion d'expertise à trouver un consensus. Alors, d'Antillac, pour ce qui concerne le DFP, ou déficit fonctionnel permanent, précise bien que celui-ci comprend les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi la douleur permanente qu'elle ressent, c'est ce que l'on appelle aussi les souffrances endurées post-consolidation, et également la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence. Alors, l'AREDOC a choisi de ne pas employer le terme de déficit fonctionnel permanent et a retenu celui d'atteinte à l'intégrité physique et psychique. Le médecin conseil de la compagnie d'assurance, donc se référant au barème en droit commun qui, rappelons-le, est antérieur à la nomenclature d'Antillac et qui évalue seulement un déficit physiologique. La REDOC considère que la IPP inclut les souffrances endurées post-consolidation et la perte de la qualité de vie, considérant que ça a été finalement intégré dans chacun des chiffres des déficits fonctionnels, puisque ça l'inclut. Si on relit l'avant-propos du barème en droit commun, on y trouve cette formule. Le taux d'incapacité est l'expression chiffrée d'un déficit fonctionnel censé être le même pour toutes les victimes souffrant de lésions identiques. L'évaluation médico-légale doit s'abstraire de leurs répercussions psychosociales. Et il appartiendra donc au juge de tenir compte de la façon dont les victimes ressentent in concreto les incidences physiologiques, ce qui
laisse clairement entendre que le médecin évalue uniquement l'incapacité physiologique et le régleur ou le magistrat va ensuite éventuellement évaluer les souffrances endurées post-consolidation et la perte de la qualité de vie. Pourtant, c'est bien là des éléments qui méritent d'être décrits au sein d'un rapport d'expertise et donc d'être finalement débattus lors de cette réunion d'expertise contradictoire. Alors rappelons que le rôle de l'expert est d'évaluer rien que le dommage, mais tout le dommage. La REDOC reproche déjà à l'ANADOC de mélanger les genres en considérant que on demande aux médecins d'évaluer non seulement un dommage, mais également des préjudices, alors même qu'il convient de faire un clivage entre, d'une part, ce qui appartient à l'expertise médicale qui ne concernerait que le dommage et ce qui appartient au juriste qui serait donc son interprétation ensuite sous forme d'un préjudice. Pour autant, il est indispensable que le juriste trouve dans le rapport d'expertise tous les éléments qui vont lui permettre d'apprécier ce préjudice. Prenons un exemple qui est celui, par exemple, du préjudice d'agrément. Et si on prend le cas d'un jeune garçon qui aurait été blessé très précocement au membre inférieur et qui n'aurait pu pratiquer le football comme son père ou son frère, il, bien entendu, sera privé d'un préjudice d'agrément. Alors, il n'appartient en aucun cas au médecin d'aller se prononcer sur cette perte de chance, et là je rejoins complètement ce que disait le professeur Guégan tout à l'heure, mais pour autant, pour qu'il puisse éventuellement y avoir ce débat ensuite au stade du régleur ou du juriste, il faut bien que le médecin ait pu répondre à la question, eh bien, ce jeune garçon, effectivement, ne peut pas et ne pourra jamais pratiquer le football, alors même qu'au sein de sa famille, c'est une activité à laquelle il devait ne pas échapper manifestement. Alors, prenons un autre exemple qui est celui du préjudice professionnel dans son versant perte de gain professionnel futur. Alors, la nomenclature d'Antillac précise bien qu'il s'agit d'indemniser la perte ou la diminution des revenus consécutive à l'incapacité permanente dans la sphère professionnelle à la suite du dommage. Alors, la sphère professionnelle, c'est quelque chose qui, au sens large, concerne l'ensemble des activités professionnelles que la victime pouvait pratiquer. Si l'on regarde, et là vous avez un extrait de la fiche comparative à REDOC-ANADOC que vous retrouverez plus détaillée dans le site anadoc.net, vous vous apercevez que la REDOC demande au médecin conseil de n'évaluer finalement que ce qui concerne la profession, c'est-à-dire l'abandon de la profession, la possibilité ou non de poursuivre une autre activité, le reclassement, la perte de chance de promotion, alors même qu'il convient d'évaluer les difficultés sur le marché de l'emploi que va retrouver le blessé ensuite, l'ensemble de ces restrictions professionnelles. Et puis, doivent également être concernées les personnes qui n'ont pas d'activité, qui sont au chômage ou parents au foyer. Et le rôle de l'expert, c'est bien de déterminer quelles seront les conséquences de l'accident sur la sphère professionnelle en général et pas simplement sur son activité. A contrario, est-ce le rôle du médecin évaluateur de remettre en question la décision d'aptitude conduisant au licenciement, puisque on voit souvent dans des rapports d'expertise d'un médecin de compagnie d'assurance la notion d'un licenciement qui ne serait pas imputable, puisque il y aurait le licenciement ne serait pas imputable, parce qu'il y aurait une
différence d'appréciation entre le médecin de la compagnie d'assurance et le médecin du travail qui aurait prononcé cette inaptitude. Alors, pourtant, si on relit encore une fois la même définition que vous aviez à l'écran tout à l'heure de la nomenclature d'Antillac, il s'agit d'indemniser la perte ou la diminution des revenus consécutive à son incapacité permanente. Et c'est bien cette incapacité permanente qui a motivé la décision du médecin du travail de prononcer l'inaptitude qui a conduit au licenciement. Alors, encore un autre exemple, le préjudice esthétique temporaire. Le préjudice esthétique temporaire d'Antillac précise qu'il s'agit d'une altération de l'apparence temporaire, mais aux conséquences personnelles très préjudiciables, liées à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers. La Rédoc explique que finalement ce préjudice esthétique, pour être autonomisé quelque part, reconnu en tant que tel finalement par le médecin conseil, doit émaner de la demande en fait du patient. C'est-à-dire que si dans ses doléances la victime exprime qu'il s'agit finalement plutôt d'une souffrance endurée ou d'une gêne temporaire, à ce moment-là, ce préjudice n'est pas autonomisé. L'ANADOC n'a pas la même vision, au regard d'ailleurs des jurisprudences, puisque toutes les altérations perceptibles, qu'il s'agisse de ce que Louis peut, par exemple un bégaiement, l'odorat, le toucher, tous ces préjudices-là, tous ces points-là peuvent être pris en compte comme un préjudice esthétique temporaire. Alors plus largement, l'objectif, c'est d'avoir une évaluation la plus personnalisée possible pour éviter cette barémisation en quelque sorte. Donc, on a aujourd'hui effectivement tendance à une expertise, et peut-être même les médecins conseils aussi de victimes ne font pas forcément suffisamment attention à cette facilité dans laquelle on sombre quand, pour déterminer la hauteur d'une aide humaine, on va se référer finalement à la hauteur du déficit fonctionnel temporaire partiel ou même du déficit fonctionnel permanent que l'on va retenir en disant à partir du moment où on est sur un DFTP à 50%, eh bien ça vaut 3 heures par jour ou 2 heures par jour, selon le côté où l'on se trouve. Et on ne va pas essayer d'analyser dans le détail pour cette victime-là quelles étaient les spécificités de ses besoins et qui nous permettront ensuite de faire une évaluation la plus individualisée possible. Il en est de même pour quand on se réfère à la gravité du déficit fonctionnel permanent pour chiffrer les souffrances endurées, en étant influencé par le barème qui aujourd'hui est utilisé, qui est le barème SK des éditions 2000, qui nous sert le plus souvent pour évaluer les souffrances endurées, ou même celui de la Société française de médecine légale, où on trouve la tétraplégie ou la paraplégie dans les cotations des souffrances endurées. Là aussi, il faut essayer de personnaliser, c'est notre objectif. La démarche ANADOC, c'est une volonté d'harmoniser en fait les missions. Parce que pour que l'éclairage du dossier soit complet, il faut effectivement qu'on arrive à parler la même langue. C'est-à-dire que tant que l'on aura des missions qui seront divergentes, on n'aura pas la possibilité de pouvoir avoir un raisonnement qui soit le même. De la même manière, participer à une réflexion contradictoire avec la Rédoc, c'est aujourd'hui notre volonté à l'ANADOC, et je suis convaincu que c'est le moyen de pouvoir retrouver un consensus plus fréquemment qu'on ne le retrouve aujourd'hui, tout en gardant, bien sûr, chaque médecin conseil la spécificité et sa sensibilité particulière par rapport aux victimes, parce qu'encore une fois, on fait le même métier. Voilà ce que je souhaitais aborder ce soir, et je suis à votre disposition s'il y a des questions. Merci beaucoup, Dr Péan, pour cette présentation à la fois très technique, mais aussi
très simple, finalement, très éclairante à partir de quelques postes de préjudice. Et puis, ça a permis peut-être aussi à certaines personnes du public de comprendre ce qu'était la nomenclature d'Antillac. Alors, on nous relance sur une question. Comment devient-on médecin conseil pour victimes? En fait, il faut envoyer un CV au docteur Péan ou au docteur Dounou. Non, voilà, plus sérieusement. Alors, je pense d'abord qu'il faut une certaine sensibilité, je dirais, pour cette démarche qui, par définition, est quand même très humaniste, allez, disons-le, parce qu'on est vraiment dans une logique d'écoute de la victime. Alors, écouter la victime, ça ne veut pas dire la croire sans qu'on vérifie. On est là pour faire une instruction du dossier, avant tout, pour vérifier ce qui nous est dit, mais on est là aussi pour informer une victime. C'est une part extrêmement importante de notre activité, enfin c'est comme ça que je l'entends pour ma part et que nous l'entendons tous à la NAMEVA, cette volonté de prévenir la victime que nous ne sommes là que pour lui faire obtenir tout ce à quoi elle a droit, mais pas plus, mais que l'on est là pour qu'elle obtienne tout le dommage auquel elle a droit dans le cadre de sa réparation intégrale. Donc on est là aussi pour être celui qui va l'accompagner lors de la réunion d'expertise. C'est une assistance, un accompagnement, parce que c'est toujours un vécu particulier pour une victime qui se retrouve en situation de devoir se justifier. Les victimes ont beaucoup de mal à comprendre qu'elles doivent se justifier alors qu'elles sont victimes. On est là pour leur expliquer aussi. Et on est là également pour leur débriefer après la réunion d'expertise ce qui s'est passé et leur expliquer pourquoi l'expert a retenu telle position avec laquelle on est d'accord, ou bien pourquoi nous ne sommes pas en accord avec l'expert et que nous serons en situation de pouvoir écrire et contester la position de l'expert. Alors, comment devient-on, j'ai fait une digression, pardon, comment devient-on médecin conseil? Je pense qu'il faut avant tout se former, bien entendu, faire un diplôme de réparation juridique de dommages corporels, c'est le minimum. Je pense qu'il faut très certainement faire des formations complémentaires. Et là, je rejoins le professeur Guégan tout à l'heure qui a expliqué la nécessité que les médecins conseils soient aussi formés par des juristes et qu'ils entendent qu'est-ce que leur décision va donner, c'est-à-dire finalement bien comprendre qu'un rapport d'expertise, il est fait pour éclairer un régleur et in fine, si le dossier va plus loin, éclairer un magistrat, c'est-à-dire que le magistrat, il retrouve tous les éléments ensuite pour pouvoir régler le préjudice. Voilà, donc cette formation à la fois médico-légale et juridique me semble indispensable. Et après, la troisième versant de la formation, c'est une forme de compagnonnage. Et je crois qu'il est important, effectivement, que celui qui veut devenir médecin conseil de victime après cette formation vienne en stage et vienne voir comment ça se passe pour ensuite être opérationnel avant de se lancer tout seul. Alors juste, parce que je vois qu'Anne Guégan en profite pour faire sa publicité sur le forum. Je voudrais dire qu'à Bordeaux, à partir de l'année prochaine, en 2022, on a un DU prise en charge des victimes qui ouvre à la fac de médecine, un DU aptitude à l'expertise corporelle, et puis un DU également expertise en accidents médicaux. Voilà. Mais c'est une saine concurrence. C'est un peu entre la REDOC et la NADOC, c'est exactement pareil. Il n'y a aucun problème. Non, c'est une saine concurrence, je n'ai pas dit. Voilà. Oui, c'est une répartition géographique aussi. Oui, bien sûr. On n'a pas forcément le même public. Absolument. Est-ce qu'il y a des questions sur les interventions ou peut-être pour lancer à la fois peut-être clore et puis laisser l'espace à une dernière question, peut-être oui. Anne Guégan. Oui, docteur Dounou? Oui, merci. Je voudrais rebondir sur deux notions très importantes développées par Anne Guégan et puis Éric Péan. C'est la question de l'éthique. Tout à l'heure, professeur Guégan a dit une phrase très importante. Il y a plusieurs types d'experts. J'ai du mal un petit peu à m'y retrouver, peut-être des questions d'intérêt. Mais est-ce que le fond, ce n'est pas justement l'éthique personnelle du médecin expert?
Moi, je pense que c'est quelque chose d'absolument fondamental. Nous tous, médecins, que nous soyons médecins experts judiciaires, médecins de compagnie ou médecins conseil des victimes, nous sommes par définition, et Eric Péan l'a rapporté tout à l'heure, soumis au code de déontologie qui a une portée symbolique et une portée pratique absolument fondamentale. Et je crois que si on a cette déontologie de base, après, on peut avoir en effet une coloration un petit peu différente, mais que l'on soit, entre guillemets, d'un côté ou de l'autre, puisque la question a été posée tout à l'heure, mais les médecins conseils des victimes sont aussi partials que les médecins conseils d'assurance. Je crois qu'il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Voilà, puisque en procédure judiciaire, il y aura d'un côté l'assurance avec son médecin conseil et de l'autre côté le médecin, l'avocat et le conseil des victimes. Nous sommes des parties, mais je veux dire, cette notion de partie, je pense qu'une question, la politesse et la bienveillance en expertise médicale sont des éléments qui me paraissent absolument fondamentaux. Voilà. Alors, dans l'ouvrage, il n'y a pas de prise de parti des médecins conseils de compagnie contre les médecins conseils de victimes. Et ça, je pense que si les gens, les lecteurs le lisent bien, ils comprendront que, en fait, tout le monde est soumis aux mêmes injonctions, qui sont des injonctions supérieures de respect, en fait, de l'individu dans sa singularité. Et on peut tout à fait être médecin conseil de victimes et prendre part, à la défense de la victime, et donc s'instruire avec l'avocat de la victime, comme on peut être aussi médecin, bien sûr, de compagnie, et travailler avec le régleur de compagnie et l'avocat de la compagnie, fait les choses que les médecins experts de compagnie font à la sortie des gros dossiers. Donc, en fait, je pense que c'est un faux problème de dire qu'il y a d'un autre côté des médecins qui sont partis et d'autres qui ne sont pas partis. Donc, revendiquer la neutralité, une neutralité absolue quand on est médecin, je dis bien médecin expert au sens général et qu'on s'occupe d'une victime, je pense que la notion de neutralité absolue, à mon avis, c'est un concept qui est impossible à défendre. À côté, il y a la problématique du médecin expert judiciaire qui, lui, répond à d'autres obligations. Ça, je pense que c'est une autre problématique, mais de toute façon, il est aussi tenu par la déontologie et la bienveillance. Je crois qu'on ne peut être que d'accord avec vous. Donc, je ne vais pas me faire l'avocat du diable. Anne Guégan, peut-être pour clore cette soirée. Oh bah, ça, c'est un bien grand rôle. Je préférerais que vous clôturiez. Mais juste peut-être pour reprendre des choses et peut-être voilà, ouvrir sur la parole et le dialogue. Je crois effectivement que le positionnement de l'ANADOC ne doit pas être présenté comme étant contre la REDOC. C'est juste intégrer, avoir une place dans le débat. Et être dans le débat, accueillir d'autres voix dans le débat, ce n'est pas nécessairement voir dans ceux qui s'expriment des ennemis. Voilà, et dire par exemple, enfin contester la lecture que peut faire la REDOC de certaines solutions de la Cour de cassation, notamment une solution récente sur le préjudice d'agrément, contester le fait que la REDOC dise que c'est une solution d'espèce alors que c'est une solution de principe qui a donc une portée bien plus grande et qui définit désormais le préjudice d'agrément comme étant non pas seulement l'impossibilité mais la seule limitation, ce n'est pas être pro-victime, c'est défendre la lecture du droit et c'est défendre la portée qu'un arrêt de la Cour de cassation doit avoir, et on ne peut pas dire qu'un arrêt de principe est un arrêt d'espèce. Et donc, je crois qu'il faut que chacun puisse parler sans forcément être taxé et que d'être soit pour l'un, soit pour l'autre, qui est une manière en fait de dénigrer un peu ce que chacun a à dire. Et voilà, et j'espère qu'on peut ouvrir sur cette écoute que le médecin qui explique la victime lui doit et que chacun des acteurs de l'indemnisation du dommage corporel doit aux autres. Je vous remercie. Un grand merci. On a une question là, c'est vrai voilà, mais importante. Qui paie finalement? Parce que effectivement, c'est un problème, cette question. On a déjà, n'oubliez pas, l'expertise judiciaire est une vraie problématique pour la victime qui doit consigner une somme. Elle peut éventuellement récupérer, mais peut-être pas toujours et pas la totalité. Et puis, sur le médecin conseil de la victime, peut-être
Docteur Dounou ou Docteur Péan, Oui. pour clarifier cette question. Alors, en quelques mots, je pense qu'Éric Péan va peut-être dire aussi quelque chose. Le sentiment, après pratiquement 20 ans de pratique, enfin plus de 20 ans de pratique d'expertise en conseil de victimes, c'est qu'on est obligé de faire le constat qu'il y a une défense à deux vitesses. Je m'explique, c'est que malheureusement, dans des cas extrêmement compliqués, mais pas forcément, enfin compliqués ou non, disons que une assistance a un coût, c'est bien évident, et qu'il y a des dossiers qui mériteraient absolument d'être défendus, mais qui nécessitent donc un avocat, une procédure, ce qui a un coût, qui nécessite aussi d'avoir une assistance, ce qui a un coût. Et dans certains cas, on ne peut pas y aller. Alors, on peut, de manière exceptionnelle, faire des gestes d'assistance en échelonnant les paiements, en faisant des réductions très importantes, mais il est évident que il y a des tas de victimes qui ne peuvent pas se défendre. Ça pose un énorme problème, au même titre qu'il y a donc une prise en charge judiciaire pour des personnes qui sont dans le besoin. Je pense qu'il devrait pouvoir exister, c'est une problématique qu'on pourrait poser, savoir s'il ne pourrait pas y avoir justement une aide judiciaire expertale pour assister les personnes qui sont dans le besoin. Au plan médical. Hein. Peut-être pour compléter, rappeler que dans les procédures en loi Badinter, les honoraires du médecin conseil sont réclamés au titre des frais qui ont été exposés par la victime. Dans les dossiers en responsabilité médicale, la situation est plus compliquée parce que si effectivement le dossier n'aboutit pas à la reconnaissance d'une responsabilité, la victime ne pourra bien sûr pas être remboursée de ses frais d'assistance à l'expertise. Voilà, donc c'est un vrai problème. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles aussi il y a beaucoup moins de médecins de conseil de victimes que de médecins de compagnie d'assurance, parce que effectivement, il faut savoir accepter la prise de risque de fois d'avoir des impayés ou d'avoir des délais de règlement qui sont extrêmement importants. Ça, c'est une organisation effectivement à mettre en place, et c'est un élément dont il faut tenir compte, bien entendu, quand on choisit cette activité-là, que la plupart du temps, on peut effectivement exercer en parallèle d'une autre activité de soins, par exemple. Oui, on nous fait remarquer sur le chat, effectivement, la possibilité qui est offerte de demander une provision ad litem dans le cas d'une demande d'expertise qui permet de financer éventuellement le médecin conseil. Et puis parfois, dans le cadre de la PJ, la protection juridique dont la victime peut bénéficier dans le cadre d'une assurance, par exemple une MRH, une multirisque habitation, ou une assurance autre. Parfois, au titre de la protection juridique, il y a une forme de prise en charge. Mais bon, ce n'est pas toujours évident, c'est forfaitisé parfois aussi. Hein. C'est un peu éloigné du coût réel, il peut y avoir un reste à charge important, mais voilà, comme l'a dit quelqu'un, je crois aussi sur le chat, ce qu'il faut mesurer, c'est l'apport technique du médecin conseil et la plus-value finalement au niveau de l'indemnisation. C'est-à-dire que ça peut être une forme d'investissement, mais encore faut-il pouvoir faire cet investissement. Hein. On en revient évidemment là. Mais écoutez, voilà, hein, je crois qu'on a épuisé j'espère qu'on ne vous a pas épuisé, mais on a épuisé un petit peu le sujet. Hein. Merci de votre présence, de votre bienveillance au travers de vos questions sur un sujet voilà, qui est toujours un peu tendu, hein, mais ce qui est normal. Il y a débat sur ces questions, donc tant mieux. Vous pouvez le revoir, on vous l'a dit, sur le site hein, des études des éditions hospitalières, et l'ouvrage, hein, je le rappelle parce que ce n'est pas non plus si fréquent, il est gratuit cet ouvrage. Hein. Donc vous pouvez, on vous a mis le lien, là, Yann Ferguson gentiment l'a rappelé sur le chat, vous pourrez le retrouver, donc vous pouvez le télécharger ou le demander en exemplaire papier, moyennant évidemment les frais de port. Voilà. Merci encore pour cette soirée. Je remercie nos différents intervenants. Hein. Ce n'est pas facile d'intervenir comme ça en distanciel, d'avoir pris sur leur temps. Merci à tous. Et puis rendez-vous pour la prochaine rencontre d'Hippocrate le 1er avril. Donc, ce n'est pas un poisson d'avril, hein, mais le 1er avril sur un sujet qui est passé un petit peu inaperçu. Hein. C'est la réforme
du consentement à l'acte médical des personnes protégées, qui est rentré en vigueur le 1er octobre 2020. Et puis voilà, comme l'actualité est très chargée, c'est un peu passé sous les radars, et notamment la question du consentement des personnes sous tutelle, hein, qui est une question importante, qui se pose de manière récurrente, notamment dans les EHPAD. Donc là, nous aurons 2 spécialistes pour traiter de cette question. Merci à tous. Je vous souhaite une excellente soirée, et puis peut-être rendez-vous le 1er avril. Bonne soirée. Bonne soirée. Les attendants, rester s'ils le souhaitent, peut-être pour